Janvier 1915. La guerre courte espérée par tous les belligérants s'enfonce dans une guerre de position dans les tranchées sur un front de 750 km s'étendant de la mer du Nord à la frontière suisse, dont nous avons parlé dans notre épisode précédent. Alors que les affrontements deviennent de plus en plus violents, l'utilisation de nouvelles armes de combat vient s'ajouter à des conditions de vie difficiles dans les tranchées. Nous voici donc arrivés au troisième épisode de notre série consacrée à la Première Guerre mondiale. C'est parti générique. Le front occidental est stabilisé depuis décembre 1914 à la suite de la course à la mer. Les combats de 1915 dans les secteurs de l'Artois et de la Champagne n'ont pas fait bouger les lignes. Le front de la Somme est un secteur relativement calme au cours de l'année 1915, lorsque les Allemands lancent une grande offensive sur Ypres. Joffre, inquiet des pertes humaines, du manque d'unité de vue et de la dispersion des efforts militaires chez les Alliés, souhaite un renforcement de la coopération franco-britannique et préconise une grande offensive pour 1916 à la belle saison. Côté britannique, le général en chef John French est remplacé en décembre 1915 par Douglas Haig. La conférence interalliée de l'entente à Chantilly, les 6 et 7 décembre 1915, débouche sur la décision d'attaquer les empires centraux sur tous les fronts en 1916, en Russie, en Italie, ayant rejoint les Alliés en 1915, et sur le front de l'Ouest. Seulement, aucune date n'est fixée, et il faudrait attendre juin ou juillet pour espérer une participation russe. Joffre, nommé commandant en chef de l'armée française au début du mois de décembre 1915, obtient lors des négociations bilatérales la mise en œuvre d'une offensive conjointe franco-britannique. Les lignes françaises rejoignent les lignes britanniques sur la Somme. C'est donc ce secteur qui fut désigné. En 1916, l'armée britannique en France manque d'expérience. Sa partie professionnelle, étant seulement composée de 6 divisions, fut décimée lors des offensives de 1914 et 1915. La plus grande partie de ses effectifs est composée de volontaires, des forces territoriales et armées de Kitchener. Les officiers ont été promus rapidement et manquent à la fois de formation et d'expérience. Haig collabore volontiers avec Joffre, mais elle souligne l'indépendance du corps expéditionnaire anglais. Le commandement n'est donc pas unifié. Joffre monte donc cette offensive avec l'armée française comme acteur principal au sud de la Somme, qui doit être appuyé par le corps expéditionnaire britannique moins aguerri entre la Somme et Arras. Ce dernier nomma alors Foch commandant du groupe d'armées nord, responsable de l'opération. Une autre conférence à Chantilly, le 14 février 1916, fixe le début de l'offensive en date du 1er juillet 1916. Cependant, lorsque l'armée allemande lança son offensive sur Verdun le 21 février 1916, le commandant en chef britannique proposa de venir aider son allié. Mais Joffre décida que l'armée française put faire face sans cet appui, tout en pressant Haig de mettre en place l'offensive sur la Somme le plus tôt possible. Le printemps voit alors les plans de la bataille changer, car l'engagement français à Verdun ponctionne les troupes prévues pour l'offensive de la Somme. Fin mai, le dispositif français est réduit au point que l'armée britannique est désormais l'élément principal de l'opération. Le front d'attaque prévu sur 70 km en est finalement réduit à 40. Il ne s'agit plus de réaliser une percée décisive, mais d'user l'ennemi. Aux troupes britanniques est confiée l'offensive au nord du fleuve, de Maricourt à Bapaume. Les Français étant chargés de la partie sud entre Maricourt et Lassigny, l'armée française est donc positionnée sur les deux rives du fleuve. Finalement, la date du 24 juin est adoptée pour le début de la préparation d'artillerie et le 1er juillet pour l'assaut. Côté allemand, Falkenhayn ne prend pas de disposition particulière. L'état-major, attendant une offensive alliée sur l'Artois ou en Alsace, estime que les préparatifs alliés ne sont qu'une diversion. Le terrain de la bataille est le plateau Pricard, terrain crayeux propice au creusement de tranchées. Le maillage des villages, distant de 2 à 4 km, permet une défense en profondeur, ce qu'ont organisé les troupes de von Below depuis 1914. Le 1er juillet 1916, au matin, c'est par un temps beau et clair que commence le bombardement final des Alliés. À partir de 6h25, les tirs d'artillerie atteignent une cadence de 3500 coups par minute, produisant un bruit si intense qu'il est perçu jusqu'en Angleterre. L'armée anglaise a placé sur 35 km un canon tous les 18 mètres. À Beaumont-Hamel, 2 mines de 18 tonnes explosent en même temps, laissant dans le sol un énorme cratère à l'ouest de la commune, toujours visible aujourd'hui.
À 7h30, au coup de sifflet, l'infanterie britannique franchit les parapets baïonnettes au canon et part à l'assaut des tranchées adverses. 66 000 soldats sortent des tranchées en même temps. Les hommes sont lourdement chargés avec plus de 30 kg d'équipement. Ordre avait été donné aux hommes de ne pas courir. En fait, le commandement anglais craignait que les troupes ne perdissent le contact en courant et se dispersent. Persuadé que les défenses allemandes avaient été anéanties par les tirs d'artillerie, il exigea que les hommes avancent au pas. Les Allemands les accueillirent avec des tirs de mitrailleuses qui les fauchèrent en masse. Les officiers furent facilement repérables et particulièrement visés. On estima à 30 000 le nombre de victimes tuées et blessées dans les 6 premières minutes de la bataille. Les Allemands sont stupéfaits de voir les soldats britanniques venir tôt. À midi, l'état-major britannique annula l'ordre de marcher au pas et retint les vagues d'assaut suivantes. Lorsque les Britanniques parviennent aux tranchées allemandes, ils sont trop peu nombreux pour résister à une contre-attaque. De leur côté, les Français atteignent tous leurs objectifs et ne peuvent progresser davantage du fait, entre autres, de l'échec britannique. Elle est pourtant peu connue des Français. Le long affrontement de Verdun, exclusivement franco-allemand, a éclipsé la Somme, bataille plus brève et dominée par les troupes britanniques et celle des dominants. Pourtant, sur la Somme, les pertes ont été immenses et la bataille, totalement internationalisée, a eu des conséquences décisives. Le Big Push du 1er juillet 1916 se traduit ainsi par la perte de 60 000 hommes, dont près de 20 000 tués. C'est le plus important désastre militaire de toute l'histoire de l'armée britannique. Il a laissé une trace ineffaçable dans la mémoire collective au Royaume-Uni. La bataille ne s'arrêta pas à cette première journée. Selon une logique constamment à l'œuvre lors des grands affrontements de la Première Guerre mondiale, le commandement a persisté jusqu'au mois de novembre dans sa volonté offensive. De nouveaux assauts sont menés qui, au cours de l'été, puis au début de l'automne, lors de ce qu'on appelle la seconde bataille de la Somme, finissent par remporter les positions défensives allemandes, comme la butte de Thiepval sur le territoire de la commune de Thuville, à proximité du village de Thiepval, mais le front adverse est d'autant moins percé que les Allemands ont cessé de diriger de nouvelles lignes de défense au fur et à mesure de la progression alliée. Celle-ci reste d'ailleurs limitée. Nulle part elle n'a dépassé 8 km de profondeur. Même la petite ville de l'arrière-front allemand, Péronne, n'a pu être enlevée. Au total, les pertes d'ensemble s'élèvent à 1 200 000 hommes, dont un tiers de tués environ. La Somme fut donc plus meurtrière que lors de la bataille de Verdun. Pour autant, cette bataille manquée, caractéristique des insuffisances du haut commandement dans la guerre des positions, eut des conséquences stratégiques majeures. La poussée sur la Somme força les Allemands, dès la fin juin, à renoncer à poursuivre leur attaque sur Verdun. En outre, le nouveau haut commandement allemand, composé de généraux Hindenburg et Ludendorff, très impressionné par les progrès de l'artillerie alliée, malgré l'échec final de l'offensive, mit tout son poids dans la balance pour obtenir du pouvoir civil le déclenchement de la guerre sous-marine à outrance, destinée à étouffer économiquement le camp allié. L'entrée en guerre des États-Unis en fut à conséquence directe, avec, à moyen terme, une défaite allemande devenue dès lors inévitable. En attendant, la situation à Verdun était très inquiétante. Cette bataille commença le 21 février 1916 à 7h15, avec un déluge de feu sur les forts et les tranchées. Le chef de l'état-major allemand, le général Erich von Falkenhayn, voulut en finir avec une guerre de position qui dure depuis la bataille de la Marne, commencée 18 mois plus tôt. Les poilus résistèrent malgré la pluie d'obus, mais perdirent le fort de Douaumont dès les premiers jours, le 25 février 1916. Dès lors, l'état-major français souhaita reprendre ce fort, dont la position permet de dominer le champ de bataille. Le général Pétain est alors placé à la tête des troupes chargées de défendre Verdun. Utilisant la route Bar-le-Duc-Verdun, appelée plus tard Voie Sacrée, sur laquelle une régulation routière vient d'être mise en place, il fait monter sur le front de grandes quantités d'hommes, de vivres et de matériel. L'apport de troupes nouvelles permettra de repousser l'assaut allemand. En mars et avril 1916, la seconde phase de cette bataille voit les Allemands attaqués par les ailes, ce qui provoqua un élargissement du front. Parmi les sites emblématiques champs de bataille, le fort de Vaux-Révis. Les combats s'enlisent, la guerre de position reprend ses droits. L'horreur des tranchées également, lors de la troisième phase de cette bataille. Après une ultime attaque perdue devant la poudrière de Fleury, les troupes allemandes se replient défensivement. Place aux offensives de l'armée française. L'abbé Tellier de Poncheville raconta dans son livre paru en 1924 et intitulé « 10 mois à Verdun ». Quand j'arrive enfin à la citadelle,
Un peu d'émotion agite ces souterrains. 3 compagnies vont être renvoyées cette nuit à froid de terre. Les choses se gâtent là-haut, paraît-il. La pensée d'y remonter n'enthousiasme personne. Les troupes sont taciturnes, il y a de l'accablement dans les yeux. Le 1er juillet, l'offensive sur la Somme est lancée. Destinée à soulager le front de Verdun, elle s'enlise dans une longue bataille d'usure, échouant à rompre le front allemand. Après 10 mois de combats intenses, la bataille de Verdun prend fin le 18 décembre 1916, après avoir fait plus de 700 000 victimes, 306 000 tués et disparus et environ 400 000 blessés. Cette bataille a finalement coûté des pertes quasiment identiques dans les 2 armées adverses. Verdun sera finalement libéré le 26 septembre 1918 à la suite d'une attaque franco-américaine. Cette bataille franco-allemande, où furent engagées des forces coloniales, a été en définitive non seulement une bataille importante, mais bien la bataille de la France, puisque près des 3/4 de l'armée française ont combattu à Verdun. De ce fait, elle est devenue, dans la conscience nationale, le symbole de la Grande Guerre qu'elle résume et dont elle marque à la fois le sommet et le tournant. Au total, on s'est battu autour de Verdun du début de la guerre à la fin. La bataille de 1916 a été un temps fort de tous ces combats de 1914 à 1918. Mais cette bataille joue un rôle décisif dans la victoire finale, dans la mesure où les Allemands ont été obligés de changer leur stratégie globale après l'échec connu devant Verdun et les pertes considérables subies dans la Somme et sur les Hauts-de-Meuse. Obligés de passer temporairement sur la défensive, ils se sont alors lancés dans la guerre sous-marine à outrance, provoquant ainsi l'entrée en guerre des États-Unis, ce qui modifia le rapport de force en faveur des Alliés. De plus, Verdun est entré dans la conscience collective nationale dès les premiers jours de la bataille, devenue la bataille de France. Cette dernière résuma à elle seule la Grande Guerre et fit de Verdun son lieu de mémoire, éminemment symbolique. De plus, durant cette guerre, les soldats étaient munis d'un fusil où ils pouvaient y mettre une baïonnette qui pouvait être utilisée pour transpercer leurs ennemis si on se trouvait dans la même tranchée que lui. En septembre 1916, les chars font leur entrée sur le front. En 1917, une nouvelle arme a fait son entrée, le gaz hypérite. Les soldats devaient donc porter des masques à gaz pour éviter d'être brûlés. L'utilisation de ces nouvelles armes, ainsi que l'extension du conflit à d'autres régions du monde, ne feront que prolonger cette guerre. Y a-t-il un espoir que cette guerre cesse? Et surtout, où se déroulent les différentes extensions du conflit?